Allô? Allô? Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi 19 juin 2014. Je vous mets que c'est ok au niveau du son et de l'image sur le chat écrit. Et je vais commencer. Alors, je suis toujours vendeur sur mon Dow Jones, que j'ai allégé hier, donc en prenant une perte de l'équivalent de 0,9% de mon capital. Et j'ai des positions en cours qui sont pas terribles. Donc je vais essayer de gérer ça de manière optimale. Pour le moment, je maintiens mon BBC. Je vais faire un point. J'attends qu'on me confirme que ce soit OK au niveau du son et de l'image. Je vais commencer. J'aimerais bien que tu fasses une interview d'Olivier Delamarche et Outada. Alors, elle a déjà été faite, mais je vous demande si c'est OK au niveau du son et de l'image, s'il vous plaît. Merci de confirmer afin que je puisse commencer l'émission. Vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, le chat audio, Mumble, M-U-M-B-L-E. Vous avez le lien en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission. En bleu ciel. N'hésitez pas à participer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission qui s'appelle Trader Ensemble Live. L'idée est de partager nos idées, nos points de vue, nos prises de position. Aucun conseil d'investissement n'est produit en tout cas de cette émission. Il ne s'agit que d'avis. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cadre qui participe à cette émission, via le chat écrit audio, cela incombe de votre responsabilité. Te justifie pas Fab, disait Alex. Bon, si, je vais me justifier comme d'habitude, c'est marrant de débattre. Marrant, pas dans le sens marrant, mais voilà, c'est intéressant, etc. Donc ça me dérange pas et ça me... Voilà. Alors, par rapport à ce qu'il y a sur le chat écrit, alors je reviens à ce que disait Mario, qui me disait Fabien, trade l'or, je te filerai mes signaux gratuitement, t'inquiète. On ne dira rien à JFD, promis, juré, craché. En fait, l'argent que tu trades, il n'appartient à aucun client, il appartient à JFD, c'est tout. Sinon, le client, il aurait déjà retiré son fric, à moins d'être con, disait Mario Trader. Moi, j'ai un statut de consultant auprès de JFD Broker qui a la licence européenne pour faire la gestion de fonds. Derrière, j'ai un client qui confie son argent de toute façon à JFD. Voilà, après, le client choisit le money manager qui est sous ombrelle, ce qu'on appelle la licence ombrelle, à qui il souhaite faire gérer les fonds ou partie de ses fonds. Donc voilà. Ensuite, tu me dis, il aurait retiré ses fonds à moins d'être con. Alors, excuse-moi, mais je te retourne la chose. C'est toi qui es plutôt con, en tout cas ignorant. Tu connais pas la gestion, ça se voit. Donc, puisque toi, ta théorie là, c'est. Donc voilà, là actuellement, par exemple, c'est une période où j'ai une perte en cours. Donc, tout de suite, tu vas voilà, tirer la conclusion, il faut retirer son argent, etc. Donc comme si d'autres gestionnaires, même des bons, n'avaient aucune phase de drawdown et aller chercher de la performance directement. Dans la gestion, tu as vraiment ton temps pour faire les choses. Ce qui est important, c'est déjà la gestion du risque. Et ensuite, la performance, on va la chercher sur l'année ou sur plusieurs années. Et là, on tire un bilan de performance annuelle. Donc toi, a priori, là, en l'occurrence, tu connais rien à la gestion. Essaie de te renseigner et ensuite développe une argumentation pour émettre une critique plus cohérente que simplement dire qu'un client qui me confie de l'argent est con. Parce que là, tu as une position en cours perdante. Enfin, je veux dire, et la semaine dernière, j'avais fait une bonne semaine, donc, ou le mois dernier, j'ai fait un très bon mois, et tu dirais, putain, c'est dommage que tu n'aies pas plus de fonds. Non, il faut prendre ton temps et étudier, tu as tout mon historique et le suivi. Donc voilà, renseigne-toi et essaie de formuler des critiques plus développées. Alors, Outalek disait, Fabien a mis une vidéo qu'il a faite chez JFD, par contre, le 5 novembre, qui a été mis en ligne le 18 juin, disait Outala. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et sinon, oui, j'ai encore d'autres vidéos. J'en ai une de chez Futex qui est toujours pas sortie. Ça fait des mois. Donc oui, ça met du temps à sortir des vidéos. Et je pense qu'en termes de publication de vidéos, cette année, c'est carrément de la folie. Je sais pas le nombre de vidéos que j'ai faites et des vraies vidéos à qualité ajoutée, avec du déplacement, rencontre avec des gens, etc. Parce que je suis super content de faire ça. Ça va me rencontrer plein de monde, donc je suis super content. Mais voilà, au niveau de la publication de vidéos, c'est... Enfin, voilà... Je pense vraiment à jouer mon rôle de média. Outada qui disait j'aimerais bien que tu fasses une interview d'Olivier Delamarche. Elle a déjà été faite. Je vais te laisser les liens Outada. J'en ai fait une seule. Sinon j'ai fait plusieurs conférences.
Le Dow Jones baisse un peu, on verra ce que ça donne ensuite. Alors, voilà donc le lien vers l'interview d'Olivier Delamarche que je te poste sur le chat écrit. Voilà. Ça on avait vu. Pourquoi autant de retard sur ta vidéo JFD? Pas de raison précise, simplement que j'ai des priorités quand je filme un salon. Il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, pressants pour que je sorte les vidéos d'un événement précis ou qui me fixent des conditions. D'autres non, donc voilà, ça dépend. J'ai pas de son quand j'ouvre la fenêtre séparée, j'ai du son quand je regarde sur le site. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est bien activé pourtant le son quand tu ouvres dans une fenêtre séparée? T'as tout vérifié que tout était ok, donc si c'est un problème par rapport à live stream, je pourrais pas trop te dire. On l'avait vu. Hein, Cédric, tu regardes le live en direct sur le site toi aussi, oui, tada, ça bug, le chat il est long. Bah, pourtant tout est ok. Et quand tu ouvres live stream dans une fenêtre séparée, tu as le son, parce que moi non. Il disait, ou alors, c'est les problèmes techniques, effectivement, merci de me les indiquer. J'espère qu'ils se résolveront, sinon j'entendrai informer live stream. Ouais, je sais pas non plus pourquoi ça fait ça en ce moment, effectivement. J'avais bloqué live stream sans faire exprès. Je vais faire pareil. Vu. Parlons de tes positions sur le Dow Jones, disait Ludo. Oui, donc des positions à la vente sur le Dow Jones. Donc voici le graphique ici en journalier du Dow Jones. On a une dynamique de fond qui est clairement haussière depuis la fin de la crise des subprimes. Si on regarde un weekly ici, on va le voir encore davantage. Donc depuis 2009, bon alors comme beaucoup, au bout d'un moment on commence à se dire putain ça fait vraiment haut par rapport au contexte du marché, mais on constate que les marchés montent en continu. Donc bah, là j'ai été intéressé pour mettre en place une stratégie de vente, puisque comme on dit les arbres ne montent pas au ciel. Pour le moment ils ne payent pas, les acheteurs sont toujours là. On verra, on reste dans une zone qui a été déjà distribuée. Si on a une phase de correction qui se met en place, comme beaucoup, je pense qu'elle peut être brute. Maintenant, je peux me tromper, c'est un pari que je fais. Bah, du coup, si j'ai tort, j'allège mes positions et je coupe au fur et à mesure. Ce qui a été fait hier avec la prise de perte. Donc voilà, pas grand chose d'autre à indiquer. Je sais que pour le moment, c'est pas évident, mais après, on reste très proche de mes points d'entrée. Hein. Je crois qu'on doit être à une distance de l'ordre de 0,5% de mes points d'entrée. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose à signer pour le moment, on verra si les vendeurs reviennent. Le fait est que j'avais tradé initialement en intraday par rapport à l'impulsion baissière qu'on a vue ici, impulsion qui a été en partie retracée et qui est remise en question, donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça bouge pas énormément, l'ensemble des marchés ne bouge pas énormément, hier on avait de la news mais ça n'a pas fait bouger tant que ça les marchés. Cet après-midi je crois qu'on a eu quelques petits trucs, mais il n'y a rien de grandiose. À 16h, la fête de Philadelphie, l'indice de la fête de Philadelphie qui est tombé, 17,8. Sinon, c'est tout. Demain, c'est la journée des 4 sorcières, donc ça peut bouger. On suivra ça, mais pas de nouvelles majeures, si ce n'est la nuit par rapport à l'économie japonaise. Le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Kuroda, qui parlera. Ça, on avait vu. On fait des bilans trimestriels et annuels des IBB. Parle-nous de tes positions sur le Dow Jones, voilà c'est fait. Faut débloquer l'adblock, faut vider le cash, ok merci. J'ai pas vu c'était il y a longtemps, pas de bloc, merci. Toujours pas de son, mais seulement de l'image des Mario Trader. Essaye de voir Mario Trader comme les autres te lisent. Chat déconne Fab des humanoïdes, ouais, bah je vais voir si ça se remet dans l'ordre tout seul, sinon je contacterai les personnes en charge du chat. Moi j'ai bloqué hier sans faire exprès en fait, j'ai bloqué ce matin, j'ai compris ce truc. Dow Jones impulsion baissière, dit Alex, et oui Fab. Tu as le success story. Dans quel sens success story? Quand je regarde sur le site, ça va, j'ai le son, et quand j'ouvre live stream à part, voilà, tout à l'heure, pas de son sur live stream. Ok, je suis pas le seul, ça vient pas de chez moi. Et comme tu peux pas regarder sur son site, donc pas de live. Pourquoi tu peux pas regarder sur mon site, Mario? J'attends une grosse correction sur le marché action américain. Moi, j'attends pas spécialement, je pense que ça peut avoir lieu. Si ça a lieu, tant mieux, je suis vendeur. Si ça n'a pas lieu, ben, il faudra que je prenne ma responsabilité, ce qui est fait ici. Bizarre, il devait peut-être passer sur Twitch. Il devrait peut-être passer sur Twitch.
T'as un problème avec ton live stream, Fab? Pas de son. Il y a pas trop à attendre sur les MA, disait, sur les marchés. Le pétrole a joué toujours de l'attention. Oui, il y a l'attention par rapport à l'Irak, même si l'armée l'a pris en charge et repris le contrôle de certaines usines du nord du pays, a priori, ou du nord, enfin, je sais pas, voilà. En tout cas, ils ont repris le contrôle, ils ont calmé la zone. Après qu'ils aient été bousculés par une armée de rebelles, on va dire, qui souhaitait prendre le contrôle de ces usines, je sais pas si ça s'appelle vraiment des usines, mais de ces usines de production de pétrole. Ça on avait vu. Ok. Voilà. Son ok pour moi, image ok disait Alex. C'est ce qu'il ressort de ce que j'entends dans les médias type CNBC et Bloomberg. Il y a des inquiétudes. Effectivement, bébé, ça fait longtemps en même temps qu'il y a des inquiétudes. Mais le fait est que les marchés ne corrigent pas. Donc après, pour le moment, pas tiré de conclusion. Alors, je vais aller du côté des différentes salles de marché, voir ce qui se publie ce jour, comprendre le contexte de la journée. Ça baisse du côté du CAC 40. Session de scalping publiée par Diamond Trading. Bonjour et bienvenue sur notre blog de la Diamond Trading Academy. Aujourd'hui, je vous présenterai un petit trade sur l'indice américain Russell. Voici une petite présentation des différents marchés sur lesquels nous intervenons habituellement. Vous avez à gauche le Bund, ou les obligations disons allemandes, la devise euro-dollar, notre marché d'indice américain Russell, l'indice allemand le DAX, notre indice européen l'Eurostoxx 50 et nos matières premières, l'or et le pétrole. Notre stratégie est toujours bien évidemment une stratégie de scalping contrarien. Et vous voyez ici le trader qui rentre en position vendeuse sur l'indice américain Russell à 1172,60. C'est sa première entrée. Et il va maintenant chercher à sortir sa position.
On voit le marché retracé. La stratégie a donc eu raison du marché d'indice américain Russell et le trader clôture sa position à 1171,60. Il a donc pris 10 ticks sur ce trade. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur le blog de la Diamond Trading Academy. Désolé. Alors, on va reprendre le live. Voilà, donc ça baisse du côté du Dow Jones, on va voir si c'est suivi. Ou pas, si je vais du côté de MarketWatch pour voir ce qu'il en est. MarketWatch.com. On a un Dow Jones qui perd 0,17% aujourd'hui. Voilà, tout simplement, donc c'est une petite baisse. Voilà. On va continuer à écouter ce qui se publiait cette fois-ci du côté de chez Xerfi à propos de l'euro. Je reçois aujourd'hui Vivien Lévy-Garbois, banquier, conseiller à BNP Paribas et professeur affilié à Sciences Po. Il vient de co-signer avec Bertrand Jacquia, autre professeur à Sciences Po, les 100 mots de la crise de l'euro dans la collection Que sais-je des éditions Presse universitaire de France. Le but de cet ouvrage est de faire le point sur les causes de la crise et les pistes pour en sortir. Alors quel est son regard de banquier sur ces problématiques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bonjour Vivien Lévy-Garbois. Bonjour. Alors première interrogation, quelle est la part de responsabilité des banques dans la crise de l'euro selon vous, qui êtes banquier justement? Écoutez, la crise de l'euro, ça a d'abord été une crise déclenchée par la situation de la Grèce, c'est-à-dire d'un État souverain qui avait un déficit budgétaire considérable, en tout cas bien plus considérable que ce qu'il avait prévu ou annoncé, puisqu'il avait annoncé quelque chose de l'ordre de 5% de déficit budgétaire par rapport à son PIB, et qu'en réalité, il s'est trouvé avec 12, 13, 14% de déficit budgétaire. Donc il
il y avait vraiment une sorte de surprise sur le déficit de ce pays, et ensuite de déception et d'une certaine manière une certaine fraude qui a entraîné la suspicion. Tout ça s'est déclenché, a entraîné le gonflement de la dette souveraine, et très vite les économistes ont fait leurs calculs et ont vu que ce n'était pas tenable. Donc la crise, en tout cas grecque, n'a pas été une crise financière créée par les banques, pas plus d'ailleurs en Italie, où c'est également une sorte de crise de l'État et de l'endettement de l'État qui a été importante. Par contre, dans d'autres pays comme l'Irlande, l'Espagne, la crise a été d'abord une crise immobilière. Et comme vous le savez, les crises immobilières sont très liées quand même au financement de l'immobilier, au financement de l'acquisition des logements. Et donc les banques ont été très vite au premier plan. Alors, c'est d'abord une crise des États, mais c'est aussi, bien sûr, très vite une crise qui va toucher les banques. Hein, et c'est ce qui fait qu'ensuite, il y a ce cercle vicieux entre les banques et les États qui a été un facteur très, très important et aggravant. Alors, on va y revenir, mais vous soulignez dans votre livre que l'une des causes de la crise, c'est le non-respect par les États des traités européens. Est-ce que vous pensez qu'on aurait évité la crise si les États s'étaient conformés à la règle d'or, à la règle des 3% de déficit? Oui, oui. Ça me paraît certain. Si je peux prendre une analogie, si vous imaginez un groupe industriel ou financier dans lequel il y a beaucoup de filiales et que chacune de ces filiales, au fond, ne respecte pas les règles du jeu du groupe, ne suit sa politique de manière tout à fait indépendante et que les gens s'en aperçoivent, il y a un moment où, d'une part, les gens décotent l'entreprise et le considèrent comme une sorte de conglomérat un peu lâche, et d'autre part, ils investissent ou ils vont noter ou évaluer chacune des filiales un peu pour sa valeur propre. C'est ce qui s'est passé pour l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pays ne respectaient pas la règle des 3%, ne respectaient pas les règles budgétaires, les gens se sont dit que finalement l'Europe était incapable de se comporter comme un tout. Et donc on commençait à évaluer chacune des parties. Et alors que l'Europe était globalement dans une situation bien meilleure que la plupart des autres grandes zones, puisque en termes de déficit budgétaire, c'était mieux qu'aux États-Unis, mieux qu'en Asie. En termes de déficit extérieur, c'était l'équilibre extérieur, alors que ce n'était pas le cas dans la plupart des autres grands pays. Donc si vous voulez, alors que l'Europe aurait dû être une zone refuge, une zone formidable, elle a été une zone de crise. Mais est-ce que le problème ne vient pas tout de même peut-être un peu plus de l'endettement privé, puisque je prends le cas de l'Espagne, au moment du déclenchement de la crise, l'endettement public était de 45%, l'endettement privé était de 100%. Oui, mais parce que c'est là qu'on revient au problème de l'Espagne. L'Espagne a eu ce problème immobilier, et le problème immobilier, c'est un problème d'endettement privé. C'est-à-dire que c'est un problème de banques qui prêtent à des particuliers qui achètent de l'immobilier, et l'immobilier est surévalué. Lorsqu'on se rend compte qu'il est surévalué, il y a un sujet de solvabilité de ces emprunteurs. Je crois que c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça n'a pas été toujours un problème purement d'État. Il y a des cas, l'Espagne, l'Irlande, où ça a été des problèmes privés, immobiliers, mais très vite ça s'est enclenché en un cercle vicieux entre État et banque. Il n'y a pas aussi un problème de divergence entre les différentes économies de la zone euro? On peut mettre ça comme parmi les causes de la crise de l'euro? Oui, bien sûr. Oui. La divergence, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure quand je prenais l'analogie avec des filiales. C'est-à-dire que chacun est parti dans son rythme. Les divergences de croissance ont été énormes. Depuis la création de l'euro jusqu'à 2007, avant le début de la crise financière, on avait en gros certains pays qui ont cru de presque de 70%, d'autres de 10%. Donc si vous voulez, ça fait des écarts gigantesques. Et sur l'inflation, il y a eu aussi des écarts de 30 à 40% dans certains cas. Et entre des pays qui ont une parité fixe, parce que c'est la zone euro, 30 à 40% de différence de prix, c'est 30 à 40% de différence de compétitivité. Et donc ça devenait intenable. Alors vous mettez aussi en cause dans votre livre, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, la corrélation entre risque souverain
et risques bancaires. Aujourd'hui, il y a eu des moyens qui ont été mis en œuvre, par exemple le mécanisme européen de stabilité, pour sortir de ce cercle vicieux, de cette boucle infernale, pour reprendre le mot 40 de votre livre. Est-ce que selon vous, ces moyens sont suffisants pour sortir de cette boucle infernale? Oui. D'abord, la boucle infernale, pour que vos auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien, c'est le phénomène suivant, très simple. Les États ont un problème d'endettement et les banques détiennent des titres d'État. Ils détiennent des titres d'État parce qu'ils en ont besoin pour se refinancer à la Banque centrale, parce qu'ils en ont besoin pour financer les États d'abord. Ils étaient jugés plus sûrs aussi. Parce qu'ils en ont besoin pour... Oui, parce qu'ils étaient jugés plus sûrs, parce qu'ils font donc des erreurs de jugement aussi, parce que c'est une garantie pour beaucoup d'emprunts qu'ils peuvent vouloir faire. Bon, donc si vous voulez, il est normal que les banques détiennent des titres d'État. Donc les banques détenant des titres d'État qui sont eux-mêmes évalués comme moins bons que précédemment, eh bien on considère que les banques détiennent des mauvaises créances, des créances toxiques ou je ne sais quoi. Et donc on considère que les banques se trouvent en situation de solvabilité moins bonne. C'est ça et bien sûr, les banques se trouvent en mauvaise situation. Les États peuvent être amenés à venir à leur secours et à les recapitaliser, etc. Donc on voit bien comment il y a une sorte de cercle vicieux possible entre État et banque. Alors maintenant, peut-on en sortir? Alors, pour en sortir, bien sûr, l'idée qui a été très importante dans la résolution de cette crise de l'euro, c'est la création, d'abord le rôle de la BCE, le rôle de la BCE qui est intervenu très astucieusement. Fin 2011, il y a eu une sorte de panique bancaire sur les banques de la zone euro. Toutes les banques de la zone euro. Et face à ça, Mario Draghi arrive comme président de la BCE en juillet 2011. 2012. Non, 2011. 2011. Et dès septembre, il commence à prendre des mesures. Et au fond, les mesures, vous les connaissez, c'est effectivement ce que vous avez appelé le mécanisme européen de stabilité, ce qu'on appelle le LTRO, c'est-à-dire une facilité à 3 ans aux banques sans limite pour refinancer les banques et pour leur permettre de résoudre tous leurs problèmes de liquidité. Et puis aussi ce qu'on a appelé aussi l'OMT, c'est-à-dire la possibilité pour la Banque centrale d'intervenir sur le marché des créances d'État. Tout ça, ça a été un package très important qu'il n'a même pas eu à utiliser parce qu'il a été crédible et en disant qu'il ferait tout ce qu'il faudrait faire. Whatever it takes. Le whatever it takes a suffi, avec les actes bien sûr qui l'accompagnaient, à calmer la crise et à faire considérer qu'on était sorti de la crise de liquidité de cette période. Mais alors, est-ce qu'avec ce fameux « whatever it takes », on peut avoir le sentiment, vous pouvez sans doute le comprendre, qu'on a sauvé l'euro, mais peut-être au détriment de l'Europe et de l'économie réelle? Oui et non. Oui, parce qu'on a sauvé, on a rétabli la crédibilité de la Banque centrale européenne, de l'euro, etc. Non, parce que d'un autre côté, on a aussi pris l'initiative structurelle de créer ou de proposer de créer l'union bancaire, qui est un facteur très important de stabilité à long terme de l'euro. Alors, est-ce que ça a été au détriment, est-ce que tout ça est au détriment de l'Europe et de l'économie réelle? Je pense qu'on ne peut pas dire ça, si vous voulez. Il se trouve que l'Europe et la zone euro se trouvaient dans une sorte de collision de deux problèmes, un problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait sortir de cette crise qui a un aspect de croissance, d'inflation, donc il faut sortir de là. Et en même temps, elle a un problème structurel, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de compétitivité, elle a 40 ans, enfin pour la France en tous les cas, de déficit budgétaire sans interruption, elle a des régimes sociaux qui sont déséquilibrés, elle a des problèmes de marché du travail complètement différents ou de disparités fiscales entre pays, avec des disparités trop larges. Enfin, elle a des problèmes structurels à adresser. Donc si elle n'adresse pas ces problèmes, elle ne s'en sortira pas. Donc c'est la coïncidence de tout ça en un même moment qui est difficile et qui fait que, comme la coordination européenne n'a pas été très bonne, il faut reconnaître, eh bien, chacun a dû faire tout en même temps. Commencer à faire des réformes structurelles et en même temps essayer de sortir du marasme conjoncturel.
Eh bien, Vivien Lévy-Garbois, merci d'être venu apporter votre éclairage de banquier, mais aussi de professeur affilié à Sciences Po, sur cette crise de l'euro. Je rappelle le titre de votre livre, Les 100 mots de la crise de l'euro, co-signé avec Bertrand Jacquillat aux éditions PUF, dans la collection Que sais-je. Merci encore d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous. Ok. C'était le point réalisé par Xerfi. Toujours vendeur sur mon dos, ça bouge pas des masses. Les marchés Forex baissent du côté de l'euro-dollar et de l'euro-yen. Le câble est remonté ce jour. Vraiment pas beaucoup de volatilité. Et ça fait des jours et des semaines que ça se répète. Sur le chat écrit. Qu'est-ce qui se dit? MND, qu'est-ce que tu entends par MND, humanoïde? MND Group. Architecte de solutions innovantes pour l'aménagement en montagne, précurseur d'un mode de mobilité urbain doux et alternatif. Ouais, tu penses que cette société va exploser? Quelles sont les raisons, humanoïdes, qui te font penser ça? Est-ce que tu le connais, le dossier précisément? Ne trader à l'achat, vous me direz, merci, mais trader à l'achat, ouais. Super bien réagi, je support sur le VTI, gavage, humanoïde qui laisse un lien. Salut la room, salut Fabien. Vendeur sur 1.3635, TP à 20 points pour Saucy. On regarde ça, Saucy qui étudie les graphiques avec le market profile. Donc on voit ici un espèce de double top qui se serait mis en place, des vendeurs qui seraient en face de revenir, et une zone d'objectif qui serait dessinée en gris ici puisqu'elle a été faiblement distribuée. Donc ça pourrait attirer les cours. On verra ce qu'il en est, son stop est placé au-dessus du précédent plus haut. Donc assez cohérent comme trade en tout cas. On suivra ça, merci pour le partage Saucic. Moi je vise 1.3510. J'ai coupé 3 quarts de mon short, encaissé 15 points. Je laisse tourner sur le reste pour un possible swing, on verra bien, disait Saucic. Pas positif cette semaine, demandait Saucic. Pour moi, non. C'est une mauvaise semaine pour le moment. Ok, moi je suis short sur le CAC 40. Pas mal en gain de 10 points. Non négatif cette semaine, mais rien de grave. Visez bébé, 1,4% de perte. Si le CAC passe pas 4600 points, short-le. Légèrement positif pour moi, grâce au FOMC hier, sinon je serais en perte, dit Saucic. Je suis long sur le pétrole, racheté le support la deuxième fois en 2 jours, et ça fonctionne. Je me fais sortir sur mon short dollar-yen pour 3 pips, et j'étais vers FOMC, c'est toujours tendu, disait bébé. J'en ai bien profité, moi, 2-3 scalps rapides en fad. C'est quoi ça, fad? Et puis j'ai arrêté, préféré pas abuser, disait Saucic. Facile le CAC sur ces zones, moyenne mobile 20. On peut gagner jusqu'à 40 points, disait humanoïde. Je suis entré long
pour des swings sur AUDNZD hier, on verra sur du long terme. Fab, laisse un lien. Uma, tu vas faire un. Alors Cédric, bonne journée sur Futur. Super journée à scalper sur le DAX des Sauciques. La chronique de Marc Fiorentino, c'était ce matin au micro de BFM Business. Les craintes Good Morning Business, Stéphane immobilière Soulier sur mondiale. BFM Business. On continue à parler d'immobilier justement. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Nouvelle crainte de bulle, mais alors à l'échelle mondiale celle-là. Bah oui, parce qu'en fait, il y a une certaine similitude entre les marchés financiers et les marchés immobiliers. Ils bénéficient largement des largesses des banques centrales et les valorisations sont globalement assez élevées, mais ça ne bouge pas vraiment. Et le nombre de transactions se tasse. Et bien évidemment, il y a, la situation est contrastée entre les pays. Il y a consensus quand même sur la situation en Angleterre, hein, Marc, où là la bulle, elle fait l'unanimité. Exactement. Et à Londres en particulier, la Banque centrale anglaise a même annoncé hier qu'elle allait remonter ses taux d'intérêt pour calmer l'euphorie. Aux États-Unis, c'est moins clair. Les prix ont doublé quand même dans de nombreuses villes depuis 2009, mais la situation est plus saine qu'en 2007. Quant à l'Allemagne, où le pourcentage de propriétaires est un des plus faibles d'Europe, la hausse est lente mais régulière, mais on a assisté quand même le week-end dernier à des manifestations à Berlin contre la hausse des prix. Et en France ? Terre de contraste selon une étude de ce matin du Parisien Orpi. Paris reste accroché au sommet comme certaines grandes villes dynamiques, alors que les petites villes et les zones rurales chute. Alors il y a un autre point commun. Comment ça chute ? Attendez Marc, chute, c'est moins 2% votre chute. Non, on est entre moins 2 et moins 20% pour certaines zones rurales. Bon, d'accord. Alors allez-y, continuez. Bah juste, l'autre point commun entre les marchés financiers et le marché immobilier, d'ailleurs votre question le prouve, c'est finalement qu'on n'y voit pas très clair. Ok, c'était le point sur les marchés de l'immobilier par Marc Fiorentino. Qu'est-ce qu'on avait ? Tiens, une analyse du DAX par CMC Markets et Pour le mon trading de contact CFD, boursier je veux qui une analyse plateforme ça. différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse du DAX pour le 19 juin. Alors, avant de parler d'indices et de techniques de trading, je vais vous revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir à 20h et 20h30, donc la FONC et la Fed. Donc, Janet Yellen a pris parole, et donc pour elle, donc, la croissance est bien évidemment pas encore au rendez-vous, mais elle garde son scénario optimal, c'est-à-dire un retour d'un rebond de croissance en 2015-2016 dans les chiffres prévus. Alors ça forcément ça rassure le marché, d'autant plus qu'elle maintient encore une fois de plus les taux bas. Donc elle n'a pas précisé quand elle allait le remonter, elle a évité le sujet, mais elle n'est pas venue sur ce sujet-là. Donc les taux restent bas, on envisage une croissance comme il a été prévu, donc les marchés sont rassurés. Voilà pourquoi tout repart à la hausse. Alors maintenant, je vais vous montrer donc sur le graphique du DAX un point important. Vous voyez qu'ici, sur le graphique, la moyenne mobile 10 qui est en jaune, enfin en orange, pardon, c'est la moyenne mobile simple. Celle que j'utilise ici, la 20, c'est une moyenne mobile simple. Et vous allez voir que si je modifie par une moyenne mobile exponentielle, je vais prendre la 20, vous allez voir que elle trouve sa pertinence. Alors je vais la mettre ici dans les deux sens, voilà, et je vais
décaler l'autre, changer de couleur pour pas qu'elle vous perturbe. Voilà, regardez un petit peu la pertinence de l'exponentielle. On vient s'appuyer pile poil sur celle-ci. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à changer de façon de trader. Donc si vous utilisez les simples, n'hésitez pas à basculer sur les exponentielles de façon à faire ressurgir quelque chose sur les graphiques. Ici, on a bien vu qu'on n'arrivait pas à franchir la 20 en exponentielle, donc c'était un point de rebond à exploiter. Voilà, donc on est reparti donc au contact de la moyenne mobile 10. Alors je vais profiter pour la changer également. Donc je vais supprimer cet indicateur et je vais rajouter la 10 mais en exponentielle. Paramètres, je vais les mettre de la même couleur. Voilà. Vous voyez ici ça a été pertinent à chaque fois. Donc vous voyez que les exponentielles sont beaucoup plus utiles sur un graphique en CFD que ailleurs. Voilà. Donc pour ce coup-ci du moins. Voilà. Donc graphiquement, qu'est-ce que l'on voit? On dépasse donc la 10 ici et on arrive en direction de cet oblique que je vous avais tracé qui se trouve exactement à 10 042 points. Pour l'instant, on a ce creux, ce sommet en pince qui va être difficile à franchir à 10 026, mais une fois que l'on l'aura franchi, on pourra aller chercher ce point-là. Au niveau des indicateurs, vous voyez que le stochastique est reparti à la hausse et la MACD commence de s'écraser légèrement, bien qu'en territoire négatif, elle veut essayer de se redresser pour montrer que donc on a encore du mou et qu'on peut aller de l'avant. Alors je vais essayer de tracer une fourchette d'Andrews, je vous le fais en live, donc il se peut que bien évidemment elle ne soit pas parfaite et vous allez voir donc un petit peu comment je trace ces fourchettes d'Andrews. Alors, il faut prendre un point bas, un point haut et un point bas. Celle-ci est trop en arrière et n'est pas valable. Donc je vais la retirer. C'est pas forcé que vous puissiez tracer une fourchette d'Andrews. Hein. Alors voilà, j'en mets une ici, point haut, point bas. Voilà, celle-ci. Alors attention, vous voyez, je n'ai pas respecté la distance ici. Je n'ai que 3 bougies, c'est un petit peu léger. Donc elle est très peu fiable. Normalement, il faut s'accorder plus de 3 bougies intermédiaires entre le point haut et le point bas, tout comme le premier point et celui-ci. Néanmoins, on va un petit peu la garder pour se donner une orientation. Vous voyez que la fourchette est plutôt dirigée vers le haut et donc on a plus une tendance haussière. Donc en cassure de ce point là, on pourrait venir chercher pourquoi pas le haut ici à 10 096, mais attention, il y a une incertitude sur cette fourchette puisque, comme je vous le disais, il manque quelques bougies pour qu'elle soit beaucoup plus parfaite, on va dire. Voilà, donc globalement on reste toujours haussier. On a bien évité une catastrophe d'un croisement donc de la 10 sur la 20 et donc on repart une nouvelle fois de plus à la hausse. Voilà, bonne journée à tous, au revoir. Ok, c'était le point réalisé par le contact boursier pour CMC Markets. Alors toujours en l'heure sur mon Dow Jones, ça bouge pas des masses, c'est un peu baissé, on clôture en Europe, on est au fixing actuellement, on va voir ce qu'il en est. Si on regarde du côté de Boursorama ce que ça a donné, on a une journée légèrement négative et comme j'ai dit, pas très intéressante, très peu de volatilité. Plus 0,72% puisque le décalage haussier d'hier soir après l'annonce de Janet Yellen. Donc voilà. On va continuer à chercher de l'info, on va voir ce qui se dit à droite à gauche. Les faux agents de l'autorité des marchés financiers, attention à l'arnaque, on écoute ce point réalisé par BFM. Cela commence par un coup de fil en apparence avec un agent de l'autorité des marchés financiers, mais en réalité c'est un escroc derrière le combiné et il réussit parfois à récupérer les données bancaires. Après il m'a parlé d'effectuer un virement et je lui ai dit que là il n'était pas question que je fasse de virement. Et le lendemain j'ai contacté l'AMF et l'AMF m'a confirmé que ce n'était pas des agents. Cette personne qui a souhaité garder l'anonymat a perdu 2 500 € en 24 heures.
Ces escrocs commencent par démarcher en se faisant passer pour une fausse société de trading. Et si on ne s'y connaît pas, il est facile de tomber dans le piège. Ça pue littéralement l'arnaque. Ils vous font croire que vous avez des sommes qui sont en déshérence. Ils vous disent que le placement sur lequel est votre argent était trop risqué et ils se proposent de vous le transférer sur quelque chose de plus sécuritaire. Des escrocs à la méthode bien rodée. Vous avez des escrocs qui ont récupéré les fichiers, les noms de ces personnes et qui les contactent. Vous avez un certain nombre de victimes qui sont réellement désespérées. Après une telle arnaque, la possibilité de récupérer son argent reste très faible. Voilà, donc méfiez-vous de tous ces connards là, ces sales escrocs de merde qui arnaquent les gens et ils profitent souvent de la naïveté des gens les moins renseignés, donc c'est vraiment lamentable. Et moi j'ai laissé un commentaire, j'ai dit que je comprends pas pourquoi l'État français se protège pas plus les Français à cet égard. Peut-être que c'est pas un sujet assez important parce que c'est vrai qu'on est quand même... c'est pas tout le monde qui fait du trading, pas comme les paris sportifs, mais voilà, il y a quand même des grosses escroqueries, c'est vraiment dommage. Le VWAP, tu l'as avec quel broker, demandait Cédric à Sosic. Coupé d'au tiers de ma vente sur le CAC 40, je laisse le reste tourner, disait bébé. Il y a des petits soucis avec le chat écrit, ça va se résoudre a priori. C'est du trading en range, disait Sosic, effectivement, en ce moment c'est ce qui fonctionne le plus. L'arnaque est partout, disait Humanoid. Oui, après il n'y a pas que ce milieu-là. Mais bon, je trouve quand même que beaucoup de petits courtiers, on pourrait facilement fermer leur site et les faire dégager. Là, l'AMF publie des communiqués, mais déjà il faut savoir qu'il faut se renseigner de ce côté. Nous, maintenant, on sait, puisque ça fait des années qu'on est sur les marchés pour certains, ou quelques mois, donc voilà. Mais les gens qui viennent d'arriver, connaissent rien, ils se font appeler par des sociétés qui ont l'air assez sérieuses avec des beaux sites. Ils se laissent vite embarquer. Ça peut devenir des très grosses arnaques à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça pose des gros problèmes à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il faut absolument que l'État fasse quelque chose. Donc c'est bien par exemple que BFM en parle. BFM la chaîne normale, hein, pas BFM Business. On verra si ça fait un peu bouger les choses à terme. XM sur CFD et CQG sur Sierra, c'est Sosic. Et via XM, t'as des informations sur les échanges entre l'offre et la demande qui te permettent de dresser un carnet, ou quand tu parles de l'étude du market profile ou du VWAP, tu te bases que sur les informations délivrées par Sierra Sosic. Eux qui demandent si ça arrive que les indicateurs MT4 bug. Moi j'en utilise pas, mais je sais qu'à l'époque on l'utilisait. Il y en a qui sont plus lourds que d'autres et qui peuvent faire ralentir la plateforme ou bugger. Ouais. Rien ne vaut la technique. Ça on avait vu. Bonjour, c'est bien le site d'options binaires à Chris, demandez modérateur. Non. Et Chris se fera un plaisir de donner l'adresse. Oui, les pattes... Tout dépend de ses objectifs en fait. Dans les journées comme ça, j'adapte, je cherche pas énorme, disait Sosic. Après, il y a de l'argent à faire dans tout type de marché, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut trader en range. Ouais, c'est pas mon habitude, mais il y a de l'argent à faire aussi. Justement, Cédric, c'est parfait quand ça range, sans volatilité excessive pour scalper des Sosic. Oui, voilà, par exemple. Non, mais il y a de l'argent à faire, ça c'est clair, il n'y a pas à se plaindre. Les spreads n'augmentent pas, les commissions n'augmentent pas, c'est juste qu'il y a moins de volatilité. Après, on peut combler ce manque de volatilité par par des positions plus importantes. Par contre, il faut se garder à l'esprit que les marchés ne sont pas indéfiniment comme ça, donc le jour où ça a bougé, il faudra vite changer son fusil d'épaule et pas trader avec des tailles aussi importantes, mais plein de choses intéressantes à faire. Menot qui demande les gars, vous pouvez trader les actions CFD avec vos brokers ou pas? Moi je peux, oui, avec JFD, je le fais pas, mais on peut trader beaucoup d'actions. Ils sont réputés pour ça, hein. Je crois qu'il y a près de 1000 produits qui sont proposés. Donc effectivement. C'est juste du volume profile que j'utilise Fab pour le jour.
en cours, et oui, même sur CFD, ça reste assez précis malgré un marché décentralisé, disait Socic. Très bien. On continue à prendre de l'info. 17h39, ça y est, les marchés européens sont clôturés. On va voir comment réagissent juste après la clôture les marchés américains. Donc on continuera jusqu'à 18h, et si ça bouge toujours pas, eh bien on se quittera là-dessus. Miraculeusement aux États-Unis, une intervention aérienne. Alors, on va aller du côté du Cascopi TV, voir la dernière publication. On va se faire un peu de direct du côté de BFM avant ça. Voir ce qui se dit à la clôture, je vous retrouve dans quelques instants. Rester en séance, qui est également un support, car sa rupture donnerait lieu à une poursuite de la correction vers la zone des 21,50 €. Bon, sur l'actualité du jour, messieurs, on rappelle aussi Alstom, moins 6%, et l'évocation par GE d'une participation de l'État, et bien plus même d'un droit de veto. Et ça sonne pas très bien dans les marchés, Nicolas. Pour ceux qui nous rejoignent. Effectivement, donc des termes d'une nouvelle offre General Electric qui ont été publiés juste avant le 17h, au moment où nous entrions sur ce plateau, et avec les grandes lignes. Une série d'associations, d'alliances et de joint ventures entre General Electric et Alstom dans des domaines qui sont bien sûr identifiés pour un montant global du même ordre qu'avant, 12,4 milliards, et avec la nouveauté que vous pressentiez, vous le disiez tout à l'heure, d'une implication de l'État par le biais d'un droit de veto au niveau des activités nucléaires et turbines à vapeur. Domaine effectivement sensible au plan national. Ça aurait pu être diffusé peut-être après bourse, mais on ne peut pas leur jeter la pierre. Il y avait tellement de choses qui fuitaient. Je pense qu'ils ont préféré publier leur communiqué en séance. Ça change pas grand-chose. Non, sur le titre qui quand même a bien. Oui, mais bon, néanmoins, ça faisait partie des hypothèses ou des scénarios possibles. Donc, on en a. Moi, je suis tout de même un peu frappé de voir la correction qui est, à mon sens, très importante, moins 6% pour le titre. Ce que je n'arrive pas à valoriser, c'est effectivement ce que le marché considère comme étant un blocage. Moi, je suis pas certain que ce soit autant que cela un blocage, parce que si ça permet aussi une meilleure réflexion stratégique de long terme pour les activités industrielles et technologiques d'Alstom avec GE, ça me paraît être aussi quelque chose à regarder plus positivement. Moi, ce qui me paraît important, indépendamment d'Alstom, c'est ce qui est en train de se passer sur le pétrole et la croissance. On a eu hier une annonce aux États-Unis comme quoi la croissance pouvait ralentirait par rapport à la prévision qui a été initialement formulée. Et puis on a le pétrole qui pousse à la hausse du fait de l'Irak. Il ne faudrait pas que les choses durent trop longtemps, parce que si le pétrole s'envole plus qu'il n'est aujourd'hui et que la croissance ralentit plus qu'on ne pouvait le penser, à ce moment-là, on est dans quelque chose qui s'appelle un pincement du revenu net des entreprises ou des ménages, et ça devient plus problématique. Ça veut dire que l'année peut être éventuellement chahutée et fébrile et liée à cette idée sur laquelle on est
en permanence chahuté par des problèmes de géopolitique et puis une difficulté à faire démarrer réellement la croissance à l'échelle mondiale. Un dernier mot sur le CAC 40 avant de marquer la dernière pause de l'après-midi. Jérôme Vinerier, le CAC qui a repris son ascension vers les 4006, mais c'est pas non plus extraordinaire. Oui, mais cette hausse est quand même à relativité, puisque hier aux États-Unis, on a eu des nouveaux plus annuels et même historiques sur le S&P 500 qui a franchi donc ses précédents plus hauts, tandis que le CAC 40 aujourd'hui, vous voyez, est resté quand même à 40 points de son plus haut à 4600 points. Donc on sent quand même une Europe qui devient un peu plus à la traîne des États-Unis, un marché qui s'essouffle. Donc même si on a des valeurs qui marquent des nouveaux plus annuels, on a vu plusieurs titres dont Total, on a quand même des indices européens qui sont possiblement topistes. Donc sur des niveaux de points hauts, on a évoqué ces zones de résistance majeures qui datent de 2008 pour le CAC 40. Donc voilà, un marché qui reste haussier, un marché qui n'a pas enfoncé ses niveaux de support, mais sur lequel on sent bien une possible consolidation entre 4005 et 4006 qui pourrait durer quelques semaines. L'analyse de Jérôme Vinerier sur BFM Business. Merci Jérôme, à bientôt dans Intégral Bourse. Emmanuel, Nicolas, vous restez avec nous. Suite et fin de l'émission. Dans un instant, il est 6h moins quart. Et n'oubliez pas, à 19h quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas la télé, si vous n'êtes pas très foot. À 19h, il n'y a pas de match de foot, pas à ma connaissance. La grande affiche, ce sera un peu plus tard vers 21h. Donc ce sera Nicolas Dose. Nicolas Dose est 2 finalistes pour la BFM Academy. Un point météo sur BFM Business. Pour ce vendredi, le temps sera très agréable. Même si en matinée, le ciel sera un peu gris sur les régions allant du nord de la Bretagne, de la Normandie jusqu'en Alsace. On aura également quelques gouttes de pluie. Des nuages qui se disperseront au fil de la journée, laissant la place à de belles éclaircies. Le ciel sera légèrement nuageux, donc l'après-midi, sur un axe allant de la Bretagne à la Franche-Comté. On aura des petites averses limitées aux Pyrénées et au sud des Alpes, mais uniquement sur les reliefs. Partout ailleurs, le soleil sera bien présent. Les températures du matin seront stationnaires au nord. Elles remonteront d'1 à 2 degrés au sud. On aura entre 9 et 18 degrés, 9 à Aurillac, 10 à Lille, 14 à Strasbourg et Paris, 17 en moyenne près de la Méditerranée et 18 à Nice. L'après-midi, comptez entre 20 et 31 degrés. On note une légère baisse au nord. En revanche, elle remonte un peu au sud du pays. Bienvenue chez Uniland. Ici, tout le monde peut prêter son argent directement aux entreprises françaises et recevoir des intérêts. Chacun choisit librement les projets, le montant et le taux d'intérêt auquel il souhaite prêter son argent. Sur Uniland, les entreprises empruntent facilement auprès de centaines de prêteurs. Uniland. Vos intérêts se rencontrent. Plus de 100 000 entreprises référencées depuis 1978. 33 adresses partout en Ile-de-France. Plus que jamais, ABC Live, leader de la domiciliation d'entreprise, vous fait gagner du temps et de l'argent pour toutes vos démarches. Formalités de création, gestion quotidienne du courrier, du téléphone ou du secrétariat. En démarrant votre entreprise avec ABC Live, gagnez déjà du temps et de l'argent. Actuellement, votre domiciliation à partir de 9 € par mois, promotion incluse. Profitez-en vite. 01 44 94 74 81 et abclive.fr. Oui, bonjour Monsieur Martin. Vous avez un souci sur le bleu marine de vos flyers? Hein? C'est pas le même que sur l'épreuve couleur? Ouais. Vous êtes tatillon, Monsieur Martin, hein? C'est tendance le bleu délavé. Allô? Et si vous faisiez plutôt appel à Comoprint? Flyers, plaquettes commerciales, impressions grand format sur bâche, adhésifs, carteries, roll-up en rouleur. Avec Comoprint.com, vous imprimez vos documents en toute confiance et vous êtes livré en 24 à 48 heures. Comoprint.com. L'imprimerie en ligne qui tient ses promesses. Ils sont là. Ils vous observent. Vous ne pouvez pas leur échapper. Et vous allez devoir les payer, vos impôts. À moins que vous fassiez appel à A5 Finance. Vous payez plus de 2500 € d'impôts? Avec A5 Finance, défiscalisez en toute sérénité et en toute transparence en investissant dans l'immobilier neuf. Découvrez nos solutions sur a5finance.com. A5 Finance, défiscaliser, c'est notre métier. 01 46 49 16 66. Intégral Bourse. Sébastien Coinon sur BFM Business.
Allez, suite et fin d'Intégral Bourse avec Emmanuel Soupre et Nicolas Brault. Messieurs, on sera à Planète PME dans un instant avec Edwige Chevrillon. Les IPO, là, on sera effectivement rue Cambon demain pour le retour d'Euronext. Euronext sur les marchés, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne. Comment vous recevez là ce torrent d'introduction en bourse? Il y en a au moins une par jour. Juin, c'est un mois hyper chargé là. Et beaucoup de vos confrères nous disent on n'arrive plus à suivre. Nicolas Brault. Pas de façon très positive, parce que cette précipitation et le nombre nuit à la qualité de l'analyse de ces dossiers. Il y a en plus beaucoup de ces dossiers qui sont des passages de relais entre des fonds de private equity ou des acheteurs de dossiers qui avaient été introduits, qui étaient cotés en bourse il y a 7, 8, 10 ans et qui reviennent, comme Elior, comme Euronext, comme Coface. Et quelques dossiers évidemment avec des histoires qui sont très innovantes, comme Pixium Vision, comme Viadeo. Ça sont, on va dire, des véhicules. Et Pixium était des véhicules probablement uniques, mais à un stade encore très capital investissement, hein, donc très très primaire quand même dans l'évolution de la société. Et puis quelques dossiers qui sont pas bon marché, mais avec une histoire industrielle et un vrai sens à l'introduction en bourse comme Worldline. Probablement un dossier qu'on va regarder. Donc filiale d'Atos. Paiement, enfin, on est dans le paiement. Voilà, on est dans le process de paiement, du paiement, un métier compliqué, une position forte en Europe et une volonté de consolider le marché, donc de créer en fait au sein d'Atos une entité purement dédiée à ce métier-là pour pouvoir faire des acquisitions et continuer à croître. Ils sont venus nous expliquer leur projet. C'est vrai que c'est assez séduisant. Emmanuel Soupre, vous, est-ce que vous avez regardé un ou deux dossiers là dans tout ce qui est arrivé ou qui arrive à la bourse? Alors j'ouvre le dossier Ask, qui a l'air d'être une belle société sur le plan technologique dans le domaine de l'intégration de chips dans les documents sécurisés, type Navigo ou type passeport. De manière générale, déjà beaucoup de contrats, des puces effectivement, oui, des passeports américains ou des. Bon, de manière générale, ce que nous regardons, ce sont des introductions et je rejoins totalement ce que dit Nicolas, où ce sont des histoires d'innovation technologique, des histoires d'expansion technologique et non pas des histoires de restructuration capitalistique. Nous ne sommes pas là pour prendre le relais de manière systématique de private equity, par exemple, qui ont déjà effectivement bien fait de leur travail, mais nous sommes là d'abord pour essayer de trouver les sources de croissance et de création de valeur telles que peuvent les exprimer naturellement les entreprises. D'ailleurs, le marché s'y trompe pas forcément, hein, Nicolas, parce que depuis quelques semaines, il y a pas mal de valeurs, peut-être une moitié, voire plus que la moitié, qui rapidement se retrouvent sous le coup de l'introduction. Hein. Absolument. Donc ça envoie un signal. Oui, les émetteurs se précipitent. Franchement, dans ces opérations, le plus souvent, je comprends l'intérêt pour l'émetteur, soit l'entreprise, soit le vendeur. Et c'est plus difficile de comprendre notre intérêt en tant qu'acheteur potentiel, soit parce que les sujets, les dossiers, les histoires d'entreprise sont pas simples, sont pas particulièrement... Ok, reprise du direct, toujours vendeur sur mon Dow Jones, ça bouge très peu, on va se regarder encore quelques publications, voilà. Et ça, ce sera tout. Les IDE en Chine, Vitalis Event, l'économie sud-africaine, on avait vu. Vitalis Event, je ne sais pas ce que c'est. L'event afin de vous faire découvrir nos services ainsi que notre identité. Senkartala, Vitalis Events. Ça ne m'intéresse pas. L'investisseur direct étranger recule en Chine. On écoute un point sur la Chine réalisé par Ducascopy TV. Selon les dernières données, en mai, la Chine a attiré moins d'investissements directs étrangers qu'il y a un an. Les conditions moins favorables de travail dans la deuxième plus grande économie du monde ne découragent-elles pas les investisseurs étrangers ? Pour mieux comprendre les circonstances actuelles, nous avons téléphoné à Steve Tsang de China Policy Institute. Steve, le volume des investissements étrangers s'est contracté de plus de 11% aux États-Unis l'an dernier. La réduction du côté du Japon était beaucoup plus impressionnante, faisant à peu près 47%. Comment pouvez-vous l'expliquer ? À mon avis, cela s'explique par différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est le ralentissement du développement économique en Chine suite à l'augmentation du volume de la production aux États-Unis. C'est-à-dire, au lieu de produire des biens en Chine, ils sont en quête d'opportunités de les faire produire aux États-Unis. En outre, il existe le problème de l'attitude excessivement agressive du gouvernement chinois, ce qui crée un environnement moins attrayant pour les investisseurs.
En plus, on constate qu'il y a de très forts sentiments anti-japonais dans la société chinoise, qui sont devenus particulièrement marqués dans le cas de l'île Senkaku en mer de Chine du Sud, qui a joué contre plusieurs investisseurs japonais parce qu'une bonne partie de leurs investissements en Chine ont subi l'impact du changement du sentiment contre le Japon. Les investissements étrangers directs en Chine, à quel point ont-ils été fragilisés par la situation géopolitique? En l'occurrence, parlons du différend à propos de l'île Senkaku en mer de Chine du Sud. En général, dans la plupart des cas, il n'y a presque pas de risque pour les investissements étrangers directs en Chine. En revanche, il serait logique de porter des accusations de corruption liées à des concessions et des arrangements spéciaux concernant les investissements étrangers et réduisant leur nombre sous la présidence de Xi Jinping en Chine. En ce qui concerne les conséquences d'un litige par rapport au territoire de la mer de Chine orientale, ils sont directement liés aux investissements japonais en Chine. Les autres n'ont pas été touchés. La plupart des nouveaux investissements étrangers étaient destinés au secteur des services plus qu'au secteur manufacturier. Est-ce lié au ralentissement économique de la Chine ? Je pense que c'est plus un signe de ce que les investisseurs étrangers voient la nécessité de s'adapter à de nouvelles circonstances d'investissement en Chine. En tout état de cause, ils choisissent la Chine car ils peuvent y réaliser de bons gains. Comme la Chine n'est pas aussi compétitive que ses puissances de production, le niveau croissant des revenus contribue au développement du marché intérieur. Les investisseurs trouvent raisonnable de créer et fournir des services au lieu de la production de produits bas de gamme pour les exportations vers d'autres pays. Steve, merci beaucoup. Demain, Ben Jones présentera une analyse des relations commerciales du Japon. Au revoir. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Dukascopy. Un peu de pression sur le Dow Jones, pas grand chose. Alors je vais aller du côté de investir.ca, je vais voir la chronique du jour, je la trouve intéressante et dynamique cette chronique, j'aime bien écouter. Elle résume bien les focus du jour. Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière du 19 juin qui est liée principalement à la toxicodépendance des marchés boursiers et aux commentaires des banques centrales. En fait, c'est assez simple, la bourse, les marchés sont devenus complètement dépendants des banques centrales. Tout d'abord, dans les banques centrales, le Dow Jones, sans les banques centrales, le Dow Jones et le DAX seraient à 5000 points, tous les deux. Mais en plus, non contents d'être montés comme des avions grâce aux techniques artificielles de soutien mises en place par la Fed et la BCE, les marchés continuent de frétiller de la queue à chaque apparition de Draghi ou d'Yellen. Si l'on se rejoue la journée d'hier, l'Europe n'a strictement rien foutu en attendant les annonces de la Fed, et comme les annonces de la Fed ont eu lieu après la clôture de l'Europe n'a donc rien foutu. Pendant le temps durant lequel les deux marchés, US et Europe, étaient ouverts, il ne s'est rien passé non plus, si ce n'est Amazon qui montait à cause de son nouveau téléphone portable, en partenariat avec BlackBerry qui montait aussi dans la foulée, FedEx qui battait les attentes et qui bondissait de 6%, rassurant du même coup les stratèges qui pensent que quand FedEx va, tout va. Adobe explosait de 8% dans le sillage de ses bons chiffres et Conagra Food plongeait de 7% après avoir annoncé que son 4e trimestre serait pourri parce que le consommateur consomme moins, surtout du côté alimentaire, ce qui est sans nul doute une excellente nouvelle et un très bon signe pour l'économie. Heureusement, plus tard dans la journée, Yellen a parlé et le marché a pu avoir un orgasme. Je suis purement et simplement halluciné que les marchés financiers continuent à monter encore et encore. En fait, non, je comprends parfaitement que ça continue de monter à cause du fait que les taux sont bas et qu'il n'y a rien à gratter dans le marché obligataire, qu'il faut bien faire quelque chose de son cash et blablabli et blablabla, mais ce que je ne comprends pas, c'est le comportement orgasmique des marchés lorsqu'un banquier central lui répète les mêmes mots encore et encore.
Quand je lis ce que Yellen a annoncé ce soir ou hier soir, je dois reconnaître que ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mais il n'y a juste rien de nouveau sous le soleil. Alors en 1, la Fed va continuer de réduire ses injections de liquidités dans le marché, connu également sous le nom de tapering, comme ils le font depuis des mois. Le plus étonnant serait qu'ils arrêtent, surtout qu'ils ne cessent de dire depuis des mois qu'ils vont arrêter, qu'ils vont continuer de réduire, que le plan se déroule sans accroc. Il n'y a donc aucune surprise. La surprise provient plutôt du fait que le soutien se réduit et que le marché ne baisse pas. Elle a laissé entendre également que les taux remonteraient lentement et graduellement, et ça, visiblement, ça a fait super plaisir au marché. Ok, donc par opposition à quoi? Vous allez me dire franchement, droit dans les yeux, que les intervenants s'attendaient à que le 12 octobre 2015, parce que oui, on est incapable de dire ce que l'on fera demain, mais on tire des plans pour 2015, et encore octobre 2015. Donc les intervenants s'attendaient à que le 12 octobre 2015, Yellen vienne à la tribune et dise « Je monte les taux à 4%, comme ça, c'est fait ». Sérieusement? Enfin, peu importe. Hier, elle a dit qu'elle ne ferait pas comme ça, et le marché, lui, il a aimé. Depuis quelques jours, nous avons des chiffres économiques bizarres qui laissent à penser que l'inflation pourrait éventuellement peut-être devenir un problème, et on ressentait un petit stress derrière les oreilles de ce côté-là. Mais Yellen a mis un terme à ces spéculations. C'est largement exagéré, selon elle. Comme on sait que Madame Yellen sait tout et entend tout et maîtrise tout, il est donc évident qu'elle ne se trompe jamais, et le marché peut donc monter, monter et monter encore. Ah oui, et puis aussi, selon la Fed, l'activité économique a rebondi, même s'ils ont largement réduit leurs prévisions économiques, légèrement réduit leurs prévisions économiques sur le long terme. Mais ça, on s'en fout à un point, je vous dis même pas. Voilà, c'est donc assez simple. Dans les marchés financiers, nous sommes passés maîtres dans l'art d'amplifier la bonne nouvelle et de la recuisiner encore et encore, de la réchauffer. On peut donc dire 10 fois que l'on va garder les taux bas et ne rien faire de plus. Les 10 fois, on va trouver ça génial et trop de la balle qui déchire sa race. On peut donc en conclure que tant que Yellen raconte la même soupe tous les mois, on va continuer de monter. Mais encore une fois, je m'égare et je m'emporte, c'est sûrement parce que j'oublie tout le temps que tout va bien et que la plupart des entreprises dans le monde sont désespérées car elles ne trouvent plus de personnel à engager et que ceux qui travaillent refusent les augmentations de salaire à un tel point que les entreprises sont obligées de payer des gros bonus aux CEO. J'oublie également tout le temps que la croissance des GDP et PNB occidentaux sont absolument géniaux et que les gouvernements ne savent plus quoi faire de leurs excédents budgétaires et du cash, entre autres, qui restent dans la plupart des administrations, à un tel point que les Américains pensent même à redéclencher une guerre quelque part pour devoir augmenter le budget de l'armée et éponger ce cash qui déborde des caisses de l'État. Et puis j'oublie aussi que l'Irak n'est pas un problème et que les islamistes en délire qui sont en train d'essayer de faire péter les puits de pétrole n'est pas un problème. Tout est sous contrôle et jamais il n'y aura de crise énergétique à cause de ça. C'est les experts qui le disent. Bref, il faut vraiment que j'apprenne à me concentrer un peu plus sur les excellentes nouvelles colportées par la Fed et la BCE. À partir de là, je devrais mieux comprendre cet engouement pour les discours officiels et trouver la force de m'exciter encore et encore quand on me raconte 22 fois de suite la même chose. Et comme disait Kaa, le serpent du livre de la jungle, aie confiance. Pendant ce temps, comme l'Irak et le Club Med sont en train de négocier pour ouvrir un club de vacances dans la banlieue de Bagdad, le pétrole ne monte plus. Et puis comme Obama a envoyé 275 militaires faire la circulation entre les factions rivales, tout devrait rentrer dans l'ordre avant le générique de fin. Le baril s'échange donc à 106,43 et l'or remonte à 1278 $. En Asie, le Japon est en hausse de 1,6% à cause de la Fed, c'est donc officiel. Yellen gère aussi la Banque du Japon et l'économie du pays. La Chine recule de 0,5% et Hong Kong est en hausse de 0,3%. Quant à l'Australie, bien qu'il se soit fait éliminer de la Coupe du Monde par les Hollandais, la bourse monte parce que l'Australie, c'est un peu les USA et comme ils parlent la même langue, ils ont aussi bien aimé le discours de Yellen. Le FMI est en mode warning, ce matin l'équipe à la garde est de sortie et intime urgemment la suggestion d'entamer au plus vite un quantitative easing en Europe. Draghi leur avait déjà demandé gentiment de la fermer il y a quelques semaines, mais visiblement ils n'ont pas compris au FMI. Et aujourd'hui, on y retourne et on recommence. Risque de déflation, trop d'endettement et trop de chômage. C'est étrange, on a le sentiment que le FMI et les banques centrales ne voient pas les mêmes choses et ne possèdent pas les mêmes données économiques. Bon, ok, je retourne prendre mes Prozac. Dans les excellentes nouvelles qui devraient probablement booster encore la croissance économique mondiale, BP et Exxon sont en train d'évacuer leurs usines en Irak parce que les combats se rapprochent et que cela devient vraiment trop dangereux. Non, je vous le dis, tout va dans la bonne direction, mais que l'on se rassure, les banques centrales sont aussi sur le coup en Irak.
L'Argentine est au bord du gouffre, l'Angleterre est officiellement autorisée à espionner sur les réseaux sociaux, le CEO de la Chine déclare que son pays n'aura pas de hard landing, le Barron's est positif techniquement sur les gold minings, l'ETF et GDX entre autres, ils sont également bullish sur FedEx et malgré la bonne annonce d'hier, ils pensent que le titre peut aller encore plus haut. Il y a également un article très intéressant dans ce même Barron's, et là je ne plaisante pas, un article qui explique qu'étant donné la volatilité extrêmement basse actuellement, il y a certains titres qui vont vous permettre de monter des stratégies optionnelles très intéressantes pour la période des résultats à venir. Par exemple, en achetant un straddle, achat call, achat put sur Accenture, strike 82,5 juillet, un mouvement de 3,6% sur le titre vous permettra de gagner de l'argent, et sur les 8 dernières publications de résultats, Accenture a bougé en moyenne de 5,1%, c'est presque un coup sûr. Je dis bien presque. Bref, je m'emballe un peu, mais ça, c'est des articles intéressants, et ça, franchement, ça m'excite. Côté chiffres économiques, nous aurons la décision sur les taux suisses, passionnant, plus le discours de Thomas Jordan, presque autant écouté que celui d'Yellen, le trade balance espagnol, je ne ferai pas de commentaires à propos de l'Espagne, retail sales anglais, jobless claims aux USA, Philly Fed et chiffres du gaz, bien moins excitants qu'hier. Actuellement sur les futurs sont inchangés, l'euro-dollar, qui c'est sûr va à 1,32 est à 1,3593, le dollar yen est à 1,92, le bitcoin est à $600 et le 10 ans américain est à 2,58%. Le cacao vaut $3118, la palette de Nesquik. Voilà, c'est tout pour ce matin, je vous laisse plein de confiance et d'optimisme puisque le Messie Yellen nous a encore une fois réconfortés et je vous retrouve demain pour une nouvelle dose d'optimisme exacerbé. Ok, c'était le point réalisé par investir.ch, toujours intéressant ces chroniques. Ouais, et d'ailleurs c'est aussi qui me les a fait découvrir. Merci à toi. Fab, tu t'es fixé un seul max de perte sur tes shorts sur Dow Jones. Là j'ai déjà pris une partie de ma perte, un quart. Si le mouvement continue à monter, je prendrai un autre quart. J'ai pas de seuil précis en tête, mais voilà, j'essaie d'être cohérent et en respectant mon money management. Donc voilà, mais en gros, pour te donner une idée, si on doit casser les précédents plus hauts, qu'on avait marqué le 9 juin, je prendrai de nouveau une partie de ma perte, au fur et à mesure, voilà. Et si ça baisse, pas tant mieux. On verra ce qu'il en est. Pour le moment, ça hésite. Aujourd'hui, on a une journée très hésitante, enfin pas vraiment hésitante, mais sans mouvement réel, hein, avec une baisse de, je crois, 0,15, 0,20%. On verra ce qu'il en est demain. Échéance d'options, ça peut amener du décalage demain. On suivra ça avec intérêt. D'après moi, on a de fortes chances de redescendre vers 16 720 tant qu'on reste sous 16 830. Mais enfin, mon perso, je placerai mes stops au-dessus de ce seuil, disait Saucic. Très bien. Bonne soirée à tous, bon trade. Je vous retrouve demain pour une session que j'espère plus mouvementée et volatile que ce jour. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube. Vous avez tous les liens en haut à gauche au-dessus du logo de videobourse.fr. Le forum est actif avec plus de 4700 membres et des dizaines de messages échangés chaque jour. Enfin, eh bien, consultez régulièrement nos médias, la partie vidéo qui est mise à jour plusieurs fois par jour et la publication de vidéos que je réalise à droite à gauche en France et à travers le monde pour essayer de fournir une information de qualité relative à la finance active. Bonne soirée.